1984, le moment le plus pire du dystopie des modernes. L'année en France de la disparition de Michel Foucault. L'année de l'apparition de Les microbes suivis de Irréduction, un texte devenu dans notre discipline absolument incontournable et indispensable. Nous commençons la quatrième séance sous le titre « L'irréduction comme méthode en sociologie des sciences et des techniques ». Je dois signaler qu'on va vous présenter une espèce de sandwich linguistique. C'est-à-dire que Pablo Jensen, mon cher collègue, va parler en français. Ensuite, Nutia Marez va parler en anglais. Ensuite, Hans-Jürg Reinberger va parler aussi en anglais. Et on termine avec John Tresh en français. Vous voyez, c'est un sandwich presque parfait avec du fromage et du jambon. Et du pain. Donc, pour commencer avec le pain, Pablo Jensen, c'est le chef de l'Institut Rhône-Alpin des systèmes complexes, IXXI. Et je te donne la parole. Et je prends le micro et je remercie les organisateurs et je dis quand même un mot de Charlotte Brive qui était censée être à cette table ronde aussi et que j'ai eu et qui a été à l'initiative, j'ai eu au téléphone hier après-midi, qui était à l'initiative de la lettre et que Philippe Pignard a mentionné tout à l'heure, donc une lettre ouverte qui protestait contre les atteintes à la liberté d'expression à Sciences Po et notamment l'interdiction de cette rencontre avec Rima Hassan et quelle que soit l'opinion qu'on en ait, je pense que la capacité de débattre entre collègues via des arguments rationnels étayés est un des acquis les plus importants des sciences modernes et un trésor à défendre et donc sans se défausser sur des menaces de troubles à l'ordre public qui sont un peu abusives et un peu faciles. Donc voilà, Charlotte a tenu à boycotter, on peut le dire, enfin à ne pas venir. Et donc voilà, j'ai essayé de la convaincre du contraire, en lui expliquant pourquoi je venais quand même. Bon, voilà, je respecte sa décision, donc voilà pourquoi Charlotte n'est pas là. Et c'est bien dommage parce que ses travaux sont vraiment très, très intéressants. Alors, j'ai une place un peu étrange étant physicien ici, et c'est un peu une responsabilité un peu lourde enfin, de parler de Latour en tant que physicien, surtout que je l'ai rencontré en pleine guerre des sciences, et donc je pense qu'une des raisons pour lesquelles on s'est bien entendu et qu'on a travaillé ensemble pendant longtemps, c'est qu'il devait être content de voir un physicien qui allait le voir pour plutôt aller comprendre ce qu'on faisait en tant que physicien plutôt que pour aller l'attaquer sur les histoires de relativisme. Et donc, aujourd'hui, je vais vous raconter voilà, comment Bruno m'a appris, en tout cas en partie, ce que sont les atomes, ce qui est quand même une des bases de la physique. Avant ça, je voulais quand même vous lire un tout petit texte. Vous devinerez peut-être l'auteur, ça m'est venu en écoutant la table ronde ce matin sur la religion et les sciences modernes. Dieu parle et le chaos se dissipe à sa voix. Vers un centre commun, tout gravite à la fois. Ce ressort si puissant, l'âme de la nature, était ensevelie dans une nuit obscure. Le compas de Newton, mesurant l'univers, lève enfin ce grand voile et les cieux sont ouverts. Confident du Très-Haut, substances éternelles qui brûlaient de ses feux, qui couvraient de vos ailes le trône où votre maître est assis parmi vous, parlez, du grand Newton n'étiez-vous point jaloux. Que ces objets sont beaux, que notre âme épurée voile à ces vérités dont elle est éclairée. Oui, dans le sein de Dieu, loin de ce corps mortel, l'esprit semble écouter la voix de l'Éternel.
Donc c'est la préface rédigée par Voltaire pour la publication en français des Principia de Newton. Et donc vous voyez qu'en tant que physicien, on porte un certain fardeau assez lourd sur les sciences modernes, la vision moderne et on va dire la grande accélération. Et on pourrait dire, bon, peut-être c'est des vieilles histoires, mais si vous prenez le communiqué de presse du comité Nobel pour le prix Nobel de physique pour le boson de Higgs, voilà, c'est la préhistoire, mais 2013, ils expliquent pourquoi ils ont donné ce prix Nobel. Ils disent « Tout, des fleurs aux personnes, en passant par les étoiles et les planètes, est constitué de quelques éléments de base, les particules de matière. Ces particules de matière sont régies par des forces qui veillent à ce que tout fonctionne comme il se doit. » C'est joli quand même. Donc c'est le communiqué de presse du Nobel. Donc c'est très rassurant. On est quand même finalement rassuré, mais vous voyez, on n'est pas très très loin de Voltaire bien avant. Alors, donc peut-être ce qui m'excusait un peu par rapport à cette lourde histoire, c'est d'être plutôt physicien de la matière, donc un peu loin de l'univers et des grandes particules. Et qu'est-ce que la physique de la matière est basée sur les atomes. Et les atomes, c'est vraiment un des fondements de la compréhension du monde. Et comme le dit un autre prix Nobel, donc Richard Feynman, donc, qui est un grand héros pour beaucoup d'entre nous, au tout début de son cours de physique, il dit, voilà, si un cataclysme demain venait à détruire tout ce que nous avons construit en tant qu'humains, et si nous n'avions droit qu'à sauvegarder une seule phrase, eh bien, il faudrait sauvegarder celle-ci. C'est tout est fait d'atomes, et c'est ça qui nous permet de mieux comprendre le monde. Et en fait, quand vous regardez, vous voyez ici de l'eau, avec vos pauvres yeux de non-physiciens, ce que vous voyez, c'est un bête liquide qui n'a pas l'air très intéressant. Alors qu'avec les yeux des physiciens, je cite toujours Feynman, qui sont 1 milliard de fois plus puissants, nous verrions qu'il se passe constamment des choses, des petites molécules se baladent dans tous les sens, il y en a qui partent du liquide, il y en a qui arrivent, voilà. Et en fait, donc là où le commun des mortels voit une bête carafe d'eau, les physiciens voient plus et mieux, et c'est bien pour ça que, poussé par la curiosité, quand j'étais jeune, j'ai voulu en devenir un, et aussi évidemment pour me sentir plus malin que tout le monde qui en restait à ses apparences. Et les atomes d'ailleurs sont tellement bien connus des physiciens qu'ils servent à démasquer ces affreux relativistes comme Bruno Latour, donc, notamment dans un livre qu'ont écrit des collègues récemment qui s'appelle « De l'atome imaginé à l'atome découvert contre le relativisme », montrant qu'en fait ils n'avaient pas lu grand-chose ni compris grand-chose. Et de toute façon, ce livre était paru bien trop tard pour me dissuader de lire les affreux relativistes, parce qu'après une dizaine d'années passées au laboratoire, je voulais déjà devenir plus malin que les physiciens et donc essayer de comprendre comment les physiciens allaient au-delà des apparences. Et donc j'ai lu beaucoup d'épistémologie, j'en ai vraiment eu ma dose, et un jour je suis tombé sur La science en action, et ça c'est les lectures qui vous marquent. Donc je me souviens très bien, j'étais sur les gradins de la piscine du Rhône, ceux qui connaissent, à Lyon, en l'été 97, et j'ai été aspiré, comme disait Patrice Mallier tout à l'heure, par ce livre qui me permettait enfin de comprendre ce que j'avais fait comme physicien pendant toutes ces années-là. Et donc je suis allé voir Bruno, on a discuté, je vous ai dit, et donc je voulais vous dire en 2 mots comment ça avait basculé ma conception de la réalité du monde, qui au départ n'était pas très loin de celle du comité Nobel ou de Feynman. Et vous résumez, en gros, on a parlé aussi beaucoup des échanges de mails de Bruno, et donc dans un mail qu'il m'avait envoyé pendant le projet AIM, donc son ERC sur l'enquête sur les modes d'existence, où j'étais un peu le diplomate avec les sciences dures, qu'on a organisé des rencontres avec des biologistes, des chimistes, des physiciens. Donc dans un mail avec un texte d'une centaine de pages, mais bon, caché au milieu de ce texte d'une centaine de pages, il y avait une métaphore qui depuis m'a vraiment servi à comprendre, à transformer ma vision du monde, et que j'ai même réussi à publier dans un journal qu'il trouvait horrible, c'est-à-dire Le Monde diplomatique. Alors, il écrivait que la mise en place des chaînes de causalité n'est pas sans ressembler à la transformation d'un tigre sautant dans la forêt en un tigre dans un cirque, sautant à travers un cerceau de feu. Il est bien vrai qu'il saute dans les 2 cas, mais l'établissement des chaînes causales a un prix, un accent, une régularité qui prélève sur la multitude des sauts du tigre seulement quelques-uns de ces possibles et les aligne par un investissement lourd en équipement et en institutions. Et donc cette image-là, toujours, je la réutilise et je trouve qu'elle est peut-être simple mais parlante, pour tenir à la fois la continuité et l'altérité entre
une réalité qui préexiste et ce que trouvent les scientifiques. Continuité, parce que c'est bien le tigre qu'on doit faire sauter dans le cirque, et ça, les expérimentateurs savent que ce n'est pas facile et qu'il faut être très inventif, et donc ce n'est pas un être inventé où on pourrait faire ce qu'on veut, et donc ce n'est pas du tout une construction sociale comme mes collègues semblaient le dire. Mais altérité, parce qu'évidemment, on ne fera jamais un numéro de cirque réussi avec un tigre sauvage. Voilà, et ça aussi, ça donne l'idée qu'il faut, en tant que scientifique, porter la responsabilité de la manière spécifique dont on socialise les puissances sauvages de la matière. Et j'ai poussé un peu l'image un peu plus loin, je pense qu'elle tient aussi la route en disant qu'un tigre, on sait bien qu'il dépérit quand on le dompte et qu'on le met dans un cirque, et donc peut-être que, voilà, pour pousser la métaphore avec la crise écologique, il faudra peut-être apprendre, en tremblant clairement, mais à cohabiter avec un tigre un peu moins dompté. Alors il reste quand même pour un physicien un point important à éclaircir, c'est selon quelle logique la physique a-t-elle transformé la matière en atomes. Donc en gros, quel numéro de cirque spécifique les atomes exécutent-ils à partir d'une matière sauvage? Eh bien, pour comprendre ça, il faut prêter attention aux pratiques, ça c'est toujours l'empirisme scientifique, de revenir aux pratiques des physiciens et de disposer d'un outil qui permet de les conceptualiser. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail d'un article qu'on a coécrit il y a une dizaine d'années, dans sa période tarde, qui s'appelle « Le tout est plus petit que les parties ». Ce qui est étonnant pour les physiciens, parce qu'ils se réfèrent souvent à un autre article d'un autre Nobel qui s'appelle Philip Anderson, dont le titre est « More is different », c'est-à-dire ils disent « Le tout est bien plus grand que la somme des parties. Les propriétés baroques des matériaux ne peuvent être déduites directement de celles des atomes ». Et donc, on peut se poser la question, qui a raison? Et en fait, je pense qu'on peut dire les deux. Et pour comprendre ça, il faut utiliser un autre article de Bruno qui est très drôle, je recommande à ceux qui ne l'ont pas lu, qui s'appelle Politics of Explanation, c'est 88. Il montre comment expliquer, en fait, ça veut dire construire un aller-retour fiable entre deux listes. Ici, les atomes des physiciens d'un côté qui vont servir aux explications et les matériaux de l'autre. Et nous, en fait, ce qu'on fait, c'est on renverse la pratique habituelle des physiciens qui veulent expliquer la matière par les atomes, et nous, on montre plutôt comment la matière est réduite aux formes, en fait, aux atomes, et en fait, on décrit les processus qui se tiennent, en fait, tous les deux. Donc, le travail de Bruno et la collaboration et les discussions qu'on a eues m'ont permis de mieux situer, au sens de Haraway, aussi la vision atomique du monde que produisent les physiciens et leurs explications. Et de particules représentant la réalité profonde de la matière, les atomes sont devenus la manière spécifique dont les physiciens domptent la matière pour la mathématiser et la contrôler depuis les laboratoires. Et c'est ça qui est l'héritage, je pense, de Bruno, disons, de situer mon travail de physicien et de voir aussi, pour aller plus loin, enfin, l'étape suivante, toujours inspirée par lui, mais qui n'aura pas le luxe d'avoir son feedback, c'est de comprendre le rôle des atomes, mais plus largement de l'approche scientifique de la matière, dans la grande accélération et le basculement écologique qui l'a préoccupé les dernières années de sa vie, et de réfléchir à ce que ça pourrait être des sciences terrestres, notamment ce que ça pourrait être de la biologie, de la chimie, de la physique, qui deviendrait terrestre. Et ça, c'est un vaste sujet. Vinciane a parlé ce matin de libido sciendi, on en a parlé, à transformer. Et quand on fait de l'histoire des sciences, et je lis des ouvrages de Simon, évidemment, on voit que dès le départ, en fait, Galilée, notre héros, un autre héros, même avant Newton, en fait, c'est à partir des machines. Dès le départ, en fait, la physique est enchevêtrée avec le levier, le pendule, le plan incliné. Et donc, une physique sans machine, une physique donc plus terrestre, c'est quelque chose qui est un grand défi et très stimulant, mais aussi très difficile. Voilà, merci. Merci, Pablo. We move on to Nurtio Mares, who is Professor of Science and Technology Studies at the University of Warwick, amongst many other distinctions. Do we have images? We do. So, Nurtio, the word is with you. Thank you, Simon, and thank you, Michel Gardet and Bruno Carsanti and many others for creating this occasion where we can think together. I'm going to
try and speak quite slowly and hope that that will buy me some minutes from our moderator. A few weeks ago, something happened in London that would have greatly disappointed Bruno Latour. DeepMind Labs, DeepMind, who are the recipients of this year's Nobel Prize in Chemistry, unveiled a machine to enable knowledge democracy. And they named this machine the Habermas machine, and not the Hume machine, which Bruno had envisioned together with Geneviève Tel many decades ago, and which served a similar purpose. Now, DeepMind is part of Google, and in a post on LinkedIn, the head of research of Google, Beth Goldberg, expressed her excitement about this new democracy machine by stating that, and I quote, "Collective deliberation is often slow, data-dense, and majoritarian. But the statements of the AI were more clear, more logical, and informative, and this without alienating minority perspectives." The suggestion seems clear. DeepMind's deep learning systems are better at democracy than people are. And from here, it can seem only a small step to the conclusion that we can delegate democratic debate itself to machines. To be sure, we can doubt how serious DeepMind is and DeepMind researchers are about their machine. We should not forget that political theory and political science are quite low on the list of research priorities of DeepMind's labs. What is serious, however, is the challenge that this intervention by a tech industry and similar interventions by tech industries are making to some of the core assumptions of the social studies of science and technology, not least to, and I use the technical term, the principle of ontologized symmetry. AI companies, I would like to show in my contribution, are threatening the credibility of some of these assumptions of the social studies of science and technology, including the investment of this field in the possibility of coexistence of humans and non-human technologies. And fear... Technique humain. Yes. It's good to be reminded, because what I worry about is that these kind of interventions, like those of the DeepMind labs, will really threaten the tenability and may count among their casualties this belief in the coexistence, the possible coexistence of humans and technologies. So why do I think that? And why do I want to make a point of it? For computer scientists and scholars in the social and the human sciences alike, there is one feature that sets contemporary AI apart from its predecessors, the old expert systems that were developed in the 1980s under the rubric of symbolic AI. And this is the proposition that the new AI, grounded in machine learning, is able to learn from context. So here, Louise Amoore, British geographer, explains this proposition by saying that machine learning systems are continuously learning from the situations in which they are collecting data, and they are continuously being redesigned
through their exposure to people, objects, places, and scenes, and continuously modify themselves in response to what they have learned. Now, this contextual orientation of AI is not just a theory. It can be found instantiated in the world in many places, including in a video which is not showing on the slide. So I'm going to describe to you briefly. It's a video of a Tesla vehicle with a screen that shows the object detection system at work. And you can see in this little video the car hesitating about what it is perceiving. So in front of the car, you see driving a horse and carriage, quite unusual occurrence in the road. And the car is needing to figure out, is this a pedestrian, is this a truck, or is it a car? It has these three options. And so you see the machine getting confused. And it is really great to watch a machine practicing that kind of contextual perception and failing, because it gives us a kind of a very welcome affirmation of the fallibility of machine perception and the limits to machine reason in terms of their capacity to grasp the booming, buzzing variability of the world. Still, what you see in examples like that is that machinic reason occupies a standpoint in the world, a non-human standpoint. And this, I think, is really a big problem for social studies of science and technology. We can say what technoscience gives with one hand, it taketh away with another. Because as many of you will be aware, even as, there it is. I will play it for you. You can still maybe, maybe it will start doing its thing. Let's give it a moment. It's probably not going to do its thing. Let's not give it a moment. Because even as AI applications activate the idea that now machines can occupy a standpoint in the world, at the same time, AI is profoundly connected with the destruction of the contexts and habitats of living. So many of you are no doubt aware about the very enormous energy needs and resource needs that AI requires in order to function. And indeed, when we look deeper into that resource dependency of AI, we can see that even as it grants machines a non-human position, a standpoint in the world, a contextual standpoint, and brings it down to earth in a way, at the same time we see that it threatens and indeed undoes the conditions of possibility for coexistence among humans and non-humans. So I've conducted research in recent months with colleagues in the street and trying to document how these kind of paradoxes of AI manifest in the everyday environment. So with colleagues, we conducted participatory research in one specific street, a commuter road in Coventry in the West Midlands, which is the region where the automotive industry is really central to the economy. Now, in this street in Coventry, data capture and communications devices have been installed to facilitate the testing of automated vehicles in the street. When we try and observe how automated vehicles and the testing of automated vehicles, how this engages its environment, what we find is that AI operates in a mode that is deeply withdrawn from the world. It's withdrawn from the world. As someone who lives near this street told us, the cameras in the lampposts, which are there to be the eyes of the vehicle, they do not communicate with us. They exist above our heads. They only communicate with elsewhere.
All of this technology, it is just extracting. And working with, I think we can have 4 more minutes? 4, good. The AI is extracting data from the street. And when we look into the infrastructures that are created to facilitate this, we also find it is designed to enable the monetization of the traffic in the street. So it configures the street as a resource for technological performance. Now, what is also something that the street can teach us, though, is the awareness within the environment of the destruction of the world that this heralds. So here I show you a picture from a diagram that we created together with residents of this neighborhood. And one chose to put in the diagram of the street the figure of a tree. And this tree has a voice. This voice of the tree says, I was here when Turner, the painter Turner, tried to paint the city from this point. Turner tried to paint Coventry from the site where now the vehicles are being tested. But I, tree, I lost my family, mushrooms, spiders, when they cut up the forest for cars. Only the birds sometimes return. Now, what can we conclude from this? First, even as big tech is invested in the activation of the non-human standpoint, it is clear that the project of decentering the human is now occupied not only by the regime climatique, but also by the regime machinique. And this operation of occupying the project of the decentering of the human through technology is profoundly incompatible with the efforts at cohabitability in the environment between humans and non-humans. So if this morning we spoke about these external forces that render impossible existence, and I think here we are faced with one. And just to conclude, I want to mention one reference that connects with the previous section, and this is the work of Karl Mannheim, who gave us the notion of standpoint in his Sociology of Knowledge. For Mannheim, when we try and understand how standpoints interact, he always puts center stage the struggle between utopia and ideology. So ideology are propositions that are unviable but have power. Utopia are propositions that are in touch with reality but seem unviable because they have no institutional power. What I take from this study of AI in the street is that this struggle between utopia and ideology now extends into the domain of the non-human. And when we try and grasp the specificity of the standpoint of non-human, we always have to ask, is this a standpoint of ideology, as in the car, or is this the standpoint of utopia, as in the tree? And this means that when we move our sociology into the plane of the non-human, this does not mean that we can leave our political situations behind, but we must take them with us. Okay, so we stay, as I indicated, in the Anglophone world. We have the privilege of hearing Hans-Jörg Reinberger, who is the Emeritus Director of the Max Planck Institute for the History of Science in Berlin, amongst many other distinctions. Hans-Jörg. Ja,
First of all, I would like to thank the organizers of this conference to ask me to participate in this panel, which is a great honor. I go back a little bit into history, as befits for an emeritus. No, but I would like to start with a statement on Bruno Latour that I think has accompanied me and my acquaintance with his work ever since. Latour was a brilliant mind and at the same time one who fiercely fought against the priority of mind over matter. He therefore can rightly be seen as a trailblazer of what later became dubbed the practice turn in science studies at large, be it from an epistemological, a historical, a technological, or a social studies perspective. At the same time, as we all know, he qualified all of these perspectives just mentioned as reductionist. As he pointed out in his brilliant manifesto, Irreductions, which he appended to another of his grand studies, termed The Pasteurization of France, whose English version came out in 1988, and to my knowledge is the only substantial book-length study that Latour devoted to the history of science. Latour pleaded for and tried to practicing the impossible, to assemble all of these perspectives and thereby to undo all these historically grown distinctions. And I think the tension has remained until this day. Now, it is not by chance that the pasteurization of France is dedicated to, guess, to Michel Serres, the mariner, the information theorist and philosopher who compared his own efforts in the same direction with the failing efforts of centuries to explore, to find what they called the Northwest Passage. During the 1980s, Latour belonged to a group of researchers whom Michel Serres had assembled around himself at the Sorbonne to realize a major project in historical studies of science from antiquity to the present. It was published in parallel to Latour's pasteurization and carried the modest title Éléments d'histoire des sciences. Latour's contribution to the volume was termed Pasteur and Pouchet, Heterogenesis of the History of Science. Here we find a concept that, much to my regret, Latour did not follow up in his later work, that of heterogenesis. It could have been of tremendous help to draw things together. Let me stay for a moment with Michel Serres. Éléments d'histoire des sciences was based on the conviction that it was the world of things around us that had to be seen as the ultimate driving forces of the development of science
sciences of very diverse sorts. In his 1990 book, The Natural Contract, roughly contemporary with Latour's We Have Never Been Modern, Serre summarized what he bemoaned as follows. I will read you a longer quote from this book, from The Natural Contract. Take away the world around the battles, keep only conflicts or debates thick with humanity and purified of things, and you obtain stage theater. Most of our narratives and philosophies, history, and all of social science, the interesting spectacle they call cultural. Does anyone yet ever say where the master and the slave fight it out? Our culture abhors the world. And he added, aren't we forgetting the world of things themselves, the sand, the water, the mud, the reeds of the marsh? Concluding, we have lost the world, we have transformed things into fetishes or commodities, the stakes of our stratagems and our cosmic philosophies for almost half a century now have been holding forth only on language or politics, writing or logic. End of quote. Those of you who have delved into Latour's changing but persistent efforts of irreduction will hear an echo of that complaint in his short tract, We Have Never Been Modern, under the programmatic title of The Parliament of Things. I quote, when we amend the Constitution, we continue to believe in the sciences, but instead of taking in their objectivity, their truth, their coldness, their extraterritoriality, qualities they have never had except after the arbitrary withdrawal of epistemology, we retain what has always been most interesting about them. Their daring, their experimentation, their uncertainty, their warmth, their incongruous blend of hybrids, their crazy ability to reconstitute the social bond. We take away from them only the mystery of their birth and the danger their clandestineness posed to democracy. End of quote. Whereas the irreductions, as of 1984, could easily be mistaken as science bashing, the constitution on which the Parliament of Things is based is in need of them as the only power oriented toward the future, as Michel Serre put it in his Constitution, The Natural Contract. The parallels here are astonishing. We are reminded of Gaston Bachelard's dictum that to this day, the sciences never had the philosophy they deserved. Although both Serre and Latour turned away from Bachelard later in their lives, they both had started from his work. Serre was the last student of Bachelard. Latour can rightly be considered as a student of Serre. There are deeper lines of continuity here that deserve to be studied in more detail.
I have followed and accompanied Bruno Latour's work over a period of almost 40 years, and I have learned a lot from him. I came across his and Steve Woolgar's laboratory life in the middle of the 1980s, when I was still working as an experimental biologist, not in the Max Planck Institute for History of Science that did not yet exist at that time, but at the Max Planck Institute for Molecular Genetics in Berlin. Back then, I was attracted by this book and repelled at the same time. Attracted because until then, I had never read a laboratory report of this kind. It was simply impressive. Repelled because I found myself depreciated in what I was aiming at as a scientist. When I had left the lab a few years later, things changed rather quickly. And I think that it is safe to say that I was the first to translate a piece of Latour into German. It was his paper on the force and reason of experiment, to be found in Omer Legrand's Experimental Inquiries, published in 1990. Thank you for listening. Merci mille fois, Hans-Jörg. Maintenant, pour terminer le table ronde, on passe à John Tresch, l'historien de Edgar Allan Poe et de Charles Fourier, parmi les autres professeurs à l'Institut Warburg à Londres. John. Merci Simon et merci à vous tous pour être toujours là à la fin d'une longue mais stimulante journée. Et je remercie beaucoup les organisateurs. C'est vraiment un honneur et un plaisir d'être ici. Surtout sur ce panel avec des gens dont je connais les travaux, que j'admire beaucoup et de qui j'ai appris beaucoup de choses. Comme dit Simon, je suis historien des sciences, mais avec un penchant pour l'anthropologie. Je suis aussi un survivor du CSI, le séminaire dont Dominique a parlé. Donc pour moi, l'influence de Latour sur toutes les questions est immense. Donc c'est un plaisir de parler ici de certains concepts de son travail, de ses travaux, qui pour moi restent un peu dans l'obscurité. Je suis très content qu'on rappelle maintenant l'importance de cette nouvelle image de la science qui apparaît chez Bruno dans l'irréductionnisme, les irréductions, et par ses ethnographies des laboratoires. Dans ses études et même ses théories, cette philosophie, la science apparaît comme des alliances et des interdépendances entre les humains et les non-humains. Il transforme la vie quotidienne et les ordres politiques. Il explose l'idée de deux gros blocs de nature et culture, ces gros amalgames, comme a dit Didier Debèze ce matin. Stabiliser cette nouvelle image de la science par irréduction est sans doute un très grand accomplissement. C'est magnifique et c'est fait avec beaucoup d'autres gens, mais vraiment c'est une nouvelle vision de la science. Mais ici, je veux me concentrer aujourd'hui sur deux concepts qui me semblent plutôt inachevés, incomplets dans les écrits de Bruno. Une s'appelle le compositionnisme et l'autre, c'est l'idée profonde mais très difficile d'une science sans la nature. Et ces deux idées circulent déjà dans les discussions aujourd'hui et hier, mais je crois qu'il faut vraiment mettre un peu la lumière là-dessus en remarquant qu'ils sont des fils conducteurs à travers toute son œuvre. Et je crois qu'ils sont très importants, même si pas très élaborés.
Et je vais me focaliser sur deux articles. Le premier, c'est son Attempt at a Compositionist Manifesto, la tentative d'un manifeste compositionniste que Alexandra a mentionné, qui date de 2010. Et à la différence de la manifesto communiste ou cyborg de Donna Haraway, en fait, ça c'est beaucoup plus tentative que manifesto. Il n'y a pas vraiment de manifesto dans ce texte, et même pas une définition de composition. Il commence par contre avec le film de science-fiction Avatar, qui est placé sur la planète Pandora. C'est le nom qu'a choisi James Cameron, le directeur, pour cette planète, où, selon Latour, montre ce qui arrive quand les humains modernistes rencontrent Gaïa pour la première fois. Et il dit que, sans doute, Cameron a lu Pandora's Hope, l'espoir de Pandore, donc il lui doit des redevances. Un point sérieux dans l'article est que compositionnisme, quoi que ce soit, se débarrasse de la distinction entre le naturel et le construit et le remplace avec une distinction entre ce qui est bien et ce qui est mal construit. Et ça, c'est, dans le mode d'existence, ça va devenir un concept très important pour distinguer les conditions de félicité des modes différents. Mais vous pouvez lire et relire ce texte pour essayer de trouver une définition de composition. Par contre, il décrit simplement des connotations de composition et compositionnisme. La composition n'est pas la critique. La composition émerge des ruines du naturalisme. Il a plus en commun avec le XVIe siècle, qui est rempli de forces animées et vitales, plus qu'avec le XXe siècle, et sa nature inanimée, qui fait que seulement les humains ont de la capacité d'agir, en niant en fait que les humains aussi doivent agir pour stabiliser la nature elle-même. Cette nature du XXe siècle suppose qu'aucune composition est nécessaire, et je cite. L'article évoque les 4 ontologies de Philippe d'Escola pour contraster le naturalisme avec l'animisme, le totémisme, l'analogisme. Ces 3 autres ontologies soulignent la capacité d'agir autant que possible à chaque fois. Et en même temps que cette prolifération de capacité d'agir n'introduit point de différence entre les humains et les non-humains. Et bien sûr, le naturalisme fait tout autrement. Il nie la capacité d'agir et insiste sur la différence entre les humains et les non-humains. Il y a donc une proposition historique dans ce texte. C'est que la composition implique un changement d'une nature qui est toujours déjà là vers un assemblage qui doit toujours être lentement composé. Et sur un écran encore plus grand, le compositionnisme apparaît comme un successeur à l'époque et la civilisation qui est définie par le naturalisme. Cette modernité ambivalente, cette moderne qu'on n'a jamais été. Pour résumer, à ce point, avant qu'il parlait d'un nouveau régime climatique, Latour était en train d'ajouter à les 4 ontologies de Descola une 5e ontologie, le compositionnisme, donc the fifth ontology. Donc si on parle de film science-fiction, c'est plus James Cameron, mais une superproduction de Latour, Descola et peut-être Luc Besson. Ce schéma historique est plus explicite dans un autre article qui vient 8 ans plus tard, 2018, un article écrit en hommage à Descola qui s'appelle « Ce cheval ne tient plus dans le cadre ou les nouveaux avatars de l'analogisme ». Si vous le connaissez, c'est un article magnifique et je le résume. Mais dans ce texte-là, il dit qu'il va essayer une esquisse
possible du compositionnisme, mais ici encore, c'est juste quelques lignes et pas une définition. La figure centrale de cet article est une peinture dans le Palazzo Te de Mantua, qui date de 1527, dans des salles qui sont dédiées aux travaux d'Hercule. Ces murailles montrent toute l'imagerie allégorique, emblématique de la Renaissance, sa maillage de sympathie, de ressemblance et correspondance entre le microcosme et le macrocosme. Ces images, ces peintures exemplifient le lien profond conceptuel que voit Descola entre l'Europe de la Renaissance et des régimes analogistes qu'on voit ailleurs, par exemple dans le Purusha, ou l'homme cosmique d'hindouisme, ou bien la ville impériale et cosmique de la Chine. Mais il y a un panel qui est un peu différent et vraiment frappant par sa style de dépiction, sa style de représentation. C'est une image incroyablement réaliste, avec une dépiction d'un seul cheval tout blanc qui est en train de sortir du cadre, de faire un petit pas du cadre peint. C'est une éblouissante trompe-l'œil qui donne l'impression que ce cheval est en train de regarder le spectateur. Le cheval a un nom, c'est un être singulier, il s'appelle Bravo, c'est le favorito du prince Gonzaga. Donc avec cette verisimilitude vraiment frappante, dit Bruno Latour, le peinture anticipe le régime visuel qui va avoir lieu dans un siècle plus tard. Ça sera le monde des matters of fact, des questions de faits. Ça anticipe le cadre unifié de la nature qui va être établi par Descartes, par Galilée, par Boyle et Newton. Toujours le même partout, pour tout le monde, dans lequel les qualités primaires sont localisées et tenues en lieu par les lois de la nature. Donc cette peinture étrange et frappante suggère aussi le cursus irrégulier de la naturalisme européen. Bien que le naturalisme du XVIIe siècle s'est débarrassé de le tissu des relations de l'analogisme, il a gardé un aspect, c'est-à-dire l'aspect dans l'analogisme d'une concentration forte sur la spécificité des êtres. Mais le naturalisme a remplacé cette concentration sur la spécificité des êtres dans un nouveau cadre de référence matérielle, mathématique, objective, un res extensa continu, maintenant en discontinuité avec le monde intérieur du res cogitans, la subjectivité, la pensée, l'interprétation, la croyance, la culture. Mais cet petit schéma historique de Latour va encore plus loin. Il propose que nous sommes, maintenant, dans un temps pareil de transition. De la même manière que Favorito a mis le pas en dehors du cadre de l'analogisme, les êtres sont eux-mêmes actuellement en train de se libérer du cadre de la nature. Ce délitement ou désintégration du naturalisme semble être la révolution cosmologique dont on a fait référence déjà aujourd'hui. Mais il faut souligner que dans cet article, ce n'est pas simplement ce qu'il faut faire, ce qu'il faut mettre en place. En fait, selon Latour, dans les sciences au moins, ça se fait déjà. Il est déjà en train de se faire. Il cite par exemple, pour prouver ce point, des nouvelles perspectives dans la biologie, dans la chimie, dans l'écologie et même dans la physique, y compris la physique quantique, qui découvrent combien les corps ne sont pas séparés les uns des autres, mais entrelacés avec leurs prédécesseurs et leurs voisins.
Ces nouveaux points de vue scientifiques déstabilisent et même ridiculisent l'existence même des points atomiques de Galilée ou de Descartes, qui sont dépourvus de tout pouvoir d'action, toute capacité d'agir. De la même manière que le naturalisme a retenu de l'analogisme une attention aux entités spécifiques, en laissant tomber tous ces attachements de sympathie, affinité et ressemblance de la Renaissance, le compositionnisme va aussi garder cette concentration sur les êtres spécifiques. Mais ils ne sont plus avec le but et la présomption qu'on va rassembler ces entités points dans l'ordre d'un plan unifié de la nature et des lois de la nature. Donc on garde la spécificité des êtres, mais on laisse tomber la nature. Composition nous libère de ce cadre, mais il apporte avec lui la tâche de mettre en ordre, d'ordonnancer l'enchevêtrement, l'entrelacement de tous ces êtres. L'introduction qu'a fait Philippe Descola hier soir a noté certaines pratiques, en ce moment peut-être marginaux, mais plein de possibilités pour saboter le naturalisme, surtout sur la question de la définition des êtres non humains et humains. Il parle des pratiques pour réanimer les êtres de la Terre en leur donnant des statuts légaux, par exemple. Aussi, la possibilité de mettre en cause l'autonomie de l'individualisme possessif sur la recognition de les profondes interdépendances entre les humains et aussi la cultivation d'une polyvalence de compétences qui minimiserait la notion de la spécialisation individuelle. Mais c'est aussi frappant, avec ces exemples dans le domaine politique ou social, c'est aussi frappant de réfléchir sur la possibilité que des champs scientifiques eux-mêmes sont aussi en train de se libérer de ce cadre de la nature. Et je crois que c'est une question empirique assez importante pour les sociologues, les philosophes, les scientifiques eux-mêmes et les historiens, de se demander si Bruno a raison sur ce point. Est-ce que ce changement fondamental est vraiment en train de se faire vers l'entrelacé des êtres qui sont toujours partis d'ensemble, toujours partis d'assemblage, sans le besoin d'un cadre abstrait, d'un espace, temps et matière qui sont prédonnés. Une science sans la nature. Est-ce que ça, c'est déjà en train de se faire? Et en écoutant Nietzsche, je me demande si, en fait, il n'y a pas une sorte de contre-réponse par la technologie corporate technology pour refaire la nature avec les machines, sans les humains, les autres êtres vivants. Mais chez Pablo, j'entends plutôt une possibilité que même dans la physique, il y a cette vision des êtres entrelacés, où les voisins et les prédécesseurs sont aussi importants que leur espace et temps spécifique. Donc je crois que c'est une question vraiment empirique et historique à se poser. Même si Bruno a raison sur ce point, la question reste comment les placer dans un ordre, comment les ordonnancer, comment construire toutes les couches de le renforcement esthétique, technique, légal et institutionnel qu'avait le naturalisme moderne. Ça, c'est une question. Comment est-ce qu'on va les instaurer? Mais aussi, il y a une autre question. Quel concept ou bien orientation peut remplacer ce cadre démantelé et maintenant vide? Donc, si bien le compositionnisme et la science sont la nature, sont les destinations, la séquence des travaux de Latour offre quelques points de repère, quelques indices, en fait même une sorte de dialectique entre composition, décomposition et récomposition. D'abord, il y a l'irréduction et la théorie de l'acteur-réseau qui a dissolu les grands amalgames de nature et société.
Il a décomposé ces gros blocs. Mais cette ontologie qui expliquait tout a été, comme Bruno lui-même a dit, il a eu trop de succès. Il a peint tous dans les mêmes couleurs, gris, noir et blanc. Donc il a répondu, il a suivi avec une nouvelle vision en plein couleur, spéculative et normative en même temps, où il reconstruisait une forme de vie collective définie par des ontologies multiples mais distinctes. Ça, c'est les modes d'existence, et ils sont précisément des manières d'ordonnancer, de composer cet être maintenant diversifié. Et comme un arrière-plan pour ces modes discrets, pour vérifier la qualité de la construction des entités qui sont toujours en train de se changer, il a introduit un nouveau cadre qui est à la fois évocatif et ouverte, scientifique et mythique. Voilà Gaïa. Enfin, les observatoires interdisciplinaires des zones critiques sont des endroits régionalisés où cet être enchevêtré et divers est encore ordonnancé, institutionnalisé, made terrestrial, made earthly, brought down to earth. Donc, il compose une science sans la nature. Donc, pour donner une sorte de reprise simplifiée, la nature et la culture sont décomposées dans des réseaux acteurs, mais je crois qu'il faut se demander à quel point cette irréduction n'en est pas une, mais plutôt une réduction autrement, une réduction des réseaux acteurs. Puis, ce plan d'immanence des acteurs a été recomposé comme des modes d'existence, puis redécomposé comme Gaïa, et puis recomposé pour les sciences comme les zones critiques. Donc, une sorte de dialectique. Ce matin, on a parlé un peu de théologie, et au Moyen Âge, il est apparu une théologie apophatique qui a défini Dieu comme l'impossibilité de le définir. Gaïa, de la même manière, implique une épistémologie apophatique ou bien une métaphysique apophatique. Il est ni nature ni culture, toujours présent et sensible, mais jamais fini, jamais totalisé, toujours élusive. Si les sciences, en fait, sont en train de se redéfinir par l'entrelacement et l'interdépendance à tous les niveaux, à toutes les échelles, Gaïa serait ce nouveau terre, ce nouveau fondement ouvert pour une science sans la nature. Il sert de l'arrière-plan pour une composition qui est toujours en train de se recomposer. Un travail ou bien une œuvre qui est forcément, essentiellement incomplet, inachevé, en action, en motion. Une œuvre, il faut le dire, qui se ressemble énormément à l'œuvre de Bruno Latour. Merci. Bon, on nous reste un bon 30 minutes. Comme auparavant, je vais exploiter le privilège du modérateur. Si je ne me trompe pas, on propose un film tourné par Luc Besson en utilisant presque toutes les ressources de simultanément l'anthropologie des sciences et des techniques, zone critique et le truc le plus important, la Terre comme comédienne. C'est ça? Plutôt, oui. Plutôt. Donc, ce qui me frappe presque le plus, si on juxtapose par exemple l'intervention de Nutya avec ce que John a présenté, c'est l'importance de penser les sciences sans la nature en N majuscule, je souligne, et à Coventry, la nécessité de penser les techniques sans la société, en S majuscule. Et ce sont les deux possibilités, mais aussi les deux défis.
Je suis sûr que Pablo et Hans-Jörg ont aussi des remarques là-dessus. Donc pour moi, c'est une juxtaposition assez suggestive, mais aussi assez tragique. Est-ce que j'ai raison? Did you understand? Was that all right, or should I translate? Yes. Okay. So Oh, there was a hopeless joke about a film made by Luc Besson starring the Earth as the principal actor. Okay, forget about that. The issue for me there, just listening to you and then listening to John, was that in John's version of the late Latour, one is to think through compositionism of the possibilities from within the sciences of a science without nature. Mm-hmm. And in your analysis, especially, once again, the iconography, the juxtaposition, Turner, the tree, the automobile in Coventry, one is to think technology without society. Mm. That is exactly the point of the cameras. Mm. So that sounds fantastically tragic. That juxtaposition does not look promising. Am I right? Well, I might want to throw in a complicating factor, which is the notion of situation. Very good. Because if we try and sketch a history for compositionism, there is one moment where I feel things got simplified unhelpfully, perhaps. And this is the moment where I was told, now that we have actor network theory, we are done with Karl Mannheim. We are done with the historicizing sociology of knowledge. And then reading Mannheim, Ideology and Utopia, you find that Mannheim puts forward a situationalism. So understanding the composition of the situation, how some actors and ideas, propositions, operate in the mode of utopia, others operate in the mode of ideology, and the mutual challenge that propositions pose to one another with their modes of existence, and he uses those that term, you find that there is a compositionism already put forward in the sociology of knowledge, and that is a historicizing understanding of the situation, because the question is always, in this struggle of utopia ideology, what is rendered possible impossible by the struggle. And so and this complicates lots of things, because it also complicates reductionism. Because again, it was the sociology of knowledge that was accused of being reductionist, right? That in their contextualism, they were always reducing a proposition to group existence, to the social group. And so I think what I'm trying to explore is, are there forms of compositional analysis that trouble that strict opposition between, equalizing ontology or the sort of the ontological monism, I guess, of A and T versus the sociologisms that are supposed to be, the two-floor building. So I think we can make a bit of mess, and whether we'll get society back or not, we will find out. Okay. And if John. Could I just 2 points? One is, in the quite scary scenario that you described, Nortje, of AI working out how cars and humans and trees will work without really any attention to that becomes the back end. It's what's fed into
the system without any attention to the consequences or any real input from the humans or trees. That's a scary scenario, but it isn't a scenario without people, because there are people building the AI systems, and there are people who are profiting from the AI systems. So let's not let that become automatic. Let's not let the idea of automatic technology, again, take over. These also can be decomposed, can be understood in an irreductionist way. And that's where the study of AI in practice, rather than as a kind of terrifying idol on the way, for good or for ill, is necessary. That's one point. And the other is the recollection you just made of the dialogic nature of Mannheim's arguments and the dialogic or dialectical relationship between ideology and utopia that he's drawing out there. I think that is crucial for understanding compositionism. And compositionism, although it aims towards a common world, is never going to get there. That would be my suggestion, that we need to be able to think, like in the picture of Favorito, of this horse leaving the frame of analogism to enter tentatively into naturalism, and in many other images where different ontologies are mixed, of the possibility of inhabiting multiple ontologies sequentially. And I think that's also where we can move from thinking of these as pure opposition, contrast, or war, and start to think of them as co-presences, as uncommons. This is a term of Marisol de la Cadena. So just a couple of thoughts. Pablo. Ok, so, je vais revenir au français, comme ça continue le sandwich. Vas-y. Donc quelques remarques. Juste, j'ai entendu, tu parlais de AI that learns, enfin et en fait, on a évoqué Simondon ce matin, et en fait, il fait une distinction qui est quand même intéressante entre l'apprentissage, qui est l'apprentissage des humains, en gros, qui peuvent remettre en question la fonction objective qu'on leur a fixée. Bon, c'est un des buts de l'apprentissage, alors que les machines sont, il dit, plutôt dressées ou conditionnées. Et donc, le mot de learning est un mot aussi piégeux, enfin, voilà, qu'il faut éviter. Voilà. Ça, c'est une petite remarque. Après, la question qui, disons moi, de l'intérieur, justement, me travaille et m'inquiète et me motive aussi, c'est, avec ma casquette chargée de mission à l'ENS à Lyon, c'est en gros, est-ce qu'on peut faire le pari, comme le fait Isabelle Stengers, en fait, que de l'intérieur des sciences, voilà, les scientifiques qui sont des praticiens, qui sont obligés par leurs objets et qui font de leur mieux, on va dire, alors évidemment dans une écologie qui les contraint à être des complices en grande partie, on va dire, de l'accélération pour aller vite. Mais donc, si on changeait d'écologie, il y a un pari qu'au moins une partie des sciences et des scientifiques pourrait être récupérée pour des sciences qui pourraient justement atterrir. Alors, évidemment, c'est cette question de redirection, d'héritage et de fermeture, de quoi on veut hériter des sciences. Et donc, tout le collectif ouvert et critique que je défendais aussi en introduction, on revient à Charlotte, et ce collectif qui, en tout cas, idéalement, et en tout cas revendique cette idée d'ouverture et de discussion et par des arguments, etc. Ça, je pense qu'on veut en hériter. Et en revanche, la question qui se pose surtout aux sciences expérimentales, mais peut-être aux sciences humaines, je serais curieux d'avoir votre retour là-dessus aussi, enfin, sciences humaines et sociales, c'est comment garder cet esprit critique, mais en se débranchant de l'accélération qu'on a depuis le départ, en fait. Et ça, j'aimerais bien aussi avoir ton avis, parce que tu animes, mais tu n'interviens pas, mais j'aimerais bien, je t'ai vu hocher de la tête sur, dès Galilée, en fait, la physique, en gros, elle semble, dès le départ, embranchée avec des machines, et en gros, arriver quand le monde passe d'un monde biologique essentiellement d'Aristote à un monde avec la révolution industrielle qui va arriver, enfin machinique, quoi. Donc, il y a cet article de Engine Science d'un de tes collègues, voilà, qui semble... Et je trouve que c'est pas assez mis en valeur, et donc, mon pari, c'est de rendre, enfin, de situer et de convaincre les collègues
en sciences expérimentales, je parle de choses qui sont évidentes pour vous, mais que les sciences physiques, et chimiques et biologiques sont situées, qu'elles supposent un monde, qu'elles engendrent un monde. Et donc, le pari qu'on peut faire, parce que je ne vois pas d'autres issues, en tout cas pour la recherche, c'est montrer ça aux collègues et que ça les pousse au moins à se poser des questions et éventuellement à inventer, en fait, comme par exemple, il y a quelque chose qui peut sembler un peu anodin, que Bruno ne connaissait pas d'ailleurs quand je l'ai vu la dernière fois, je lui parlais de Labo 1.5. Donc c'est un groupement de laboratoires qui s'est donné comme but, entre autres, de mesurer l'impact de la recherche, en gros pour respecter le 1.5 des accords de Paris. Bon, c'était il y a longtemps, il y a au moins 3 ans. et en fait, on pourrait se dire, oui, mesurer l'impact de la recherche, ce n'est pas très intéressant, parce que l'impact direct de la recherche n'est pas le plus important, en fait. C'est surtout son impact indirect pour l'IA, par exemple, aussi. Mais en fait, je trouve empiriquement que dans le laboratoire de physique où je suis, toujours un peu entre physicien et observateur, là, Bruno m'a mis dans cet entre-deux intéressant mais difficile, c'est que de mesurer, déjà, ça force les collègues à intégrer cet aspect-là et ça les met dans une sorte de dissonance cognitive en disant, ma recherche qui jusque-là était plus j'ai d'argent, plus j'ai de RC et de moyens et d'achat, c'est que positif. Et là, on voit bien que... Et donc, ça introduit au moins une interrogation. Donc, ça prend trop longtemps, probablement. On n'a pas peut-être tout ce temps-là, mais je ne vois que ce chemin-là pour, en tout cas, de l'intérieur, de faire ce pari, de ne pas abandonner les sciences aux adversaires, quoi. Je pense que c'est un héritage à garder. Oui, je suis absolument d'accord. Et plus que ça, il faut éviter, à mon avis, le plus que possible, l'utilisation de la machine Habermas dans les discussions dans le laboratoire autour de l'impact 1,5 des recherches sur la physique de la matière. C'est ça le défi pour aller un peu trop vite. Hans-Jörg. Yeah, I think I was in listening, in particular to your dealing with the notion of composition, of a couple of concepts that played a considerable role around the 1980s and the 1990s, and today seem to have completely disappeared from the scene and from discussion. That's the notion of, on the one hand, of quasi-object, and the second one is the notion of hybrid. And I never understood why these two terms have completely disappeared from the more recent discussion, because what they try to capture is that, in particular in the sciences, but not only in the sciences, we have always to do with things that are multidimensional by themselves. Whether you look into a laboratory of physics like that in Geneva at CERN, or you're looking into a laboratory like Bruno Latour did it for quite a number of years, of Roger Guillemin at the Salk Institute in California. And I think Latour learned a lot from observing how the sciences are practiced over about, I think, altogether 3 or 4 years. And that left a lasting impression on him, and many things that he started to deal with other things, but to kind of detect for himself other themes. Today, everything comes under the term of Gaia. I don't know whether this is really a good term to deal with the situation. That drawing things together is something that happens every day in the laboratory.
it's a compositional space par excellence. Mm-hmm. And if you look more into the objects, for instance, in the life sciences, with which I am more acquainted, everybody today is dealing with networks and with complicated interactions between many parts that make up a particular process. So I think it is very important your observation that obviously we are dealing with something. Also, if we are using these grand notions, society or nature, we certainly can do without that we are immersed in these kinds of networks, and we do not get out of them anymore. So. Merci. Bon, la séance est ouverte à l'assistance. Oui. Vas-y, oui, you. Yeah. As a scientist, I'm delighted in your debate, and I congratulate you. Plus fort ou avec un micro, je m'excuse. Thank you very much for the very interesting debate. I'm coming from Portugal. I'm delighted with the last intervention, well, all of you, but of Hans-Georg, because biology has the privilege of dealing with the fantastic concept of hybrid. And especially with the advent of the modern molecular biology, we know in biology what hybrids here are. And actually, before I arrived, and I was rethinking about the basic concepts on the theories of Latour, I was already with this idea of hybrid and a question on hybrids, because we know in biology which hybrids are good and which hybrids are not. Hybrids are good in biology when they are productive. So I wondered if in the theory of Latour's, when he proposes this middle position between the human and non-human, and he creates the idea of hybrids, if he had a kind of selection, of a way to select the ones that were productive and the ones that were not productive. And I share with you the idea that it's very strange that the idea of hybrid disappeared. Suddenly, we talk about Latour, about immense concepts and interactions. Actually, for instance, in your talk, I was seeing your talk, and I was amazed how difficult it is to find a hybrid in the construction that they are doing from the point of view of the machines in Coventry, okay? And together with the idea, I'm finishing, the idea of the philosophical idea, the original philosophical idea of a hybrid, which is the chimera. We produce in the lab, in biology, we produce chimeras. So the other scientific idea that I was very pleased to listen in the previous talk here was about the different point of view from the things themselves to the relations, because actually in physics we are living that era. We are losing the idea that it's not so important to know, well, let's say the origin of things is not charges or masses, it's the forces and the relations on those things that create the masses and the charges. So we are inverting the diagram, actually, the diagram from Faraday. We are reinterpreting the diagram that everybody saw about the magnetic forces and the fields. And now the important are exactly the lines, not the points. Thank you very much. It was very interesting to connect these two I will worlds. take that as a comment, and a comment full of praise. Thank you. Philippe. Thank you.
Merci. J'étais très intéressé par les commentaires sur le compositionnisme, parce que c'est quelque chose dont on parlait souvent avec Bruno, en particulier parce que, au fond, le point central de ce qu'on a appelé le tournant ontologique en anthropologie, c'était une politique compositionniste de la description ethnographique et des attendus qu'on pouvait en tirer. Et au fond, il s'agissait de recomposer le mobilier ontologique de différents peuples en faisant abstraction des cadres au moyen desquels on les décrivait auparavant, nature, société, histoire, économie, etc. Et il fallait trouver donc des processus de filtrage, et c'est ça qui m'a conduit à proposer ces filtres ontologiques comme des façons, au fond, de composer des mondes et de comprendre comment ces mondes étaient composés de façon alternative. Le problème que pose le compositionnisme en matière de description du monde, et notamment, je pense à tous ces travaux, notamment menés par Jérôme Gaillardet sur la description des zones critiques, c'est comment composer sans cadre un protocole d'étude de ces zones critiques, par exemple, qui puisse réintégrer les conceptions locales, la science locale, qui est, et pas uniquement comme détecteur d'inférences, mais comme quelque chose que l'on prend en sérieux dans toutes ses dimensions, c'est-à-dire pour échapper, au fond, à ce qui était la malédiction en anthropologie de ce qu'on a appelé les ethnosciences, c'est-à-dire la projection du découpage du réel par la botanique, la zoologie, l'éthologie, etc., sur des connaissances locales, en faisant abstraction de tout ce qui environnait ces connaissances locales, c'est-à-dire une transformation d'un savoir positiviste de connaissances locales. Donc comment, je sais qu'il y a eu des tentatives de le faire, mais je me demande par quel dispositif mettre en œuvre une connaissance globale qui tout à la fois utilise la connaissance par les machines, qui continue à être le cas notamment pour l'analyse des zones critiques, et la connaissance par l'observation, la déduction, etc., des populations locales, de façon à revenir à ce que l'on a tout à l'heure évoqué comme étant une symétrisation nécessaire. Je ne sais pas si, John, tu as des réponses à ça, ou Jérôme. Je n'ai pas de réponse sûre là-dessus, mais vraiment, c'est une forte question. Et le fait que ça, c'est une question qui vient et qui est liée à ce projet des zones critiques est frappante, où on essaie justement de lier des sciences différentes qui ont peut-être des présuppositions, bien des ontologies différentes, mais sur un seul endroit. Et c'est là, cette question de localisation, je crois que c'est là qu'on peut chercher une réponse à la question, et aussi dans la visualisation, l'imaginaire de cet espace. On peut imaginer, représenter, dessiner des totalités, des échelles différentes, sans les donner peut-être le statut de la nature. Ce sont des idées régulatives, et vraiment, ce ne sont pas des outils d'une science démonstratives sûres, mais ce sont évidemment des outils d'un projet de recherche et d'une synthèse qui émerge. Évidemment, ce n'est pas une réponse qui est solide et qui va être publiée chez Nature un jour, mais j'ai l'impression qu'on peut détecter cette forme de cercle herméneutique ou dialectique dans les travaux des gens qui essaient de lier plusieurs sciences avec des présupposés différentes pour avoir aussi des effets concrets. C'est juste une suggestion, je ne sais pas. Absolument. Bon, est-ce qu'il... Non. Jérôme, vas-y. C'est pour rebondir sur la question de Philippe.
donner mon point de vue. Je crois qu'il y a deux choses. Il y a le capteur comme une extension de la sensibilité. On en a déjà un peu parlé cet après-midi, mais ça, c'est pas très intéressant. Enfin, je veux dire, si, quand même intéressant. Le capteur voit des mouvements invisibles que les humains ne détectent pas, en tout cas dans la représentation naturaliste, en tout cas de la nature. Mais aussi, il y a la question de la représentation. Et je pense que là, scientifiques, expérimentateurs et... excusez-moi, je cherche mes mots, hein, je suis en dehors de mes terrains classiques. Représentation locale du monde peuvent partager. Je pense en particulier à la Pachamama et de mes discussions avec des anthropologues où, quand je dis à des gens qui connaissent ces représentations-là du monde que les roches, ça vit, ça pleure, ça respire, j'ai comme renvoi le fait que ces cultures andines le disent, le décrivent aussi de cette manière-là, le monde dans lequel elles ont vécu. Je ne sais pas si je réponds, enfin j'apporte des éléments, mais je suis d'accord avec ce qu'a dit Philippe. D'accord. Dernière question. Là-bas. Oui. Short question for Nocha. Thank you very much. Short question. I was struck by the phrase machinic reason, and I wondered if what kind of reason this is, if you could say a bit more. Is it a reason that has to sound reasonable to humans, given it's not produced biologically, presumably, and our reason is? So I think I use the term partly because of how utterly un-Latourian it is, and so to wake us all up. Because I think what is really key for me is that the project of decentering the human, we used to have an understanding that it was the mission of anthropology, of some sociologists, some enlightened historians, where this project of decentering the human was shared and a kind of an ethos, a common ethos. But what I think is really striking in our contemporary moment is that this project, we can decenter the human subjects from any given domain or space by mobilizing the machinic standpoint. And even the fact that this machinic standpoint, on the one hand, is produced through systems that are not they do not have a specific ontology. There isn't a theory of reason, and yet there is this kind of careless switching between different political registers, right? So DeepMind says, we have a Habermas machine. Even if you look at methodologically, theoretically, what underpins their paradigm, it doesn't make sense at all. And so what I think is very important is that it then becomes a job of sociologists and other participants in social studies of science to specify what is this operation of decentering the human. When I hear our discussions around, compositionism, I think it's always about centering the question of coexistence, right? It's always about centering the question of, is it possible to coexist? Is it possible to create through trickery conditions for commensuration, to somehow disarticulate the chasm of incommensurability? And so, all of this is completely non-Habermasian, I think, and clearly all those distinctions they're at risk, right? So I think that's where I try to go with this. Thank you. We've run out of time, which is a tragedy.
The obvious point with respect to Clive's question seems to me that there are people who have played a role, apparently, in the genealogy of science studies particularly, for whom the only entities that display reason are machines. So that machinic reason is a paralogism. Right? One of those people was also, it seems to me, the author of perhaps the most influential account of the art of assembling, which is Thomas Hobbes. For Hobbes, reason is a machine, and only machines exhibit reason, and that is why it is necessary, as you see in the frontispiece of the Leviathan, to construct a composition which is a machine made of humans. And that seems to me to be what is at stake in this seance. Can we survive not a world in which machines replace, but in which the composition is simply a larger machine? Yeah. Je laisse la question ouverte. Je suggère qu'on prend un bon 30 minutes de pause. J'insiste sur le fait que pour construire l'utopie qui est à venir, il faut, je souligne, les archives. Et si vous avez l'envie d'apprendre pourquoi il faut revenir à 18h30 dans la même salle, et il nous reste à dire les choses appropriées aux membres de table ronde. Merci à tous. Well done.